C'est qui le thème? Bose. L'espionnage, tout ça. C'était là ce matin. Bon, bonne émission. Merci. Merci beaucoup. Oui. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle journée avec Philippe à la technique. Aujourd'hui, nous avons la présence de Sébastien Mazin-Pompidou, économiste, qui viendra nous parler, évoquer des sujets sur l'Europe, pour l'actualité bien sûr économique. Et puis nous aurons la chronique de Georges-Olivier Carré, la chronique RH. Merci en tout cas à tous pour votre fidélité. Je rappelle nos fréquences en FM 98.0, par Internet la web radio idfm98.fr, et puis vous aurez la vidéo de l'émission sur Facebook après l'émission aujourd'hui. Alors nos thèmes du jour, c'est santé, ONG, marketing et communication, et pour cela j'accueille tout de suite Pierre Dumouchel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Safe Orthopedics que vous avez fondé en 2010 après avoir travaillé dans l'industrie automobile et chez un spécialiste des problèmes du dos. Donc Safe Orthopedics a été introduite en bourse en 2015. Vous employez une 50aine de personnes à Éragny dans le Val d'Oise. Donc avec vous, on parlera bien sûr de vos produits mais aussi de développement d'entreprise parce que c'est un développement fulgurant quand même. Être coté en bourse en 5 ans, c'est une belle performance. Voilà. Et puis on parlera management, incubation, financement. À vos côtés, eh bien Jean-Paul Cogan-Recoin, bonjour. Bonjour Florence Le Sueur. Vous avez toujours travaillé dans la collecte de fonds et en 2004, vous fondez ONG Conseil. D'ailleurs, vous fondez ONG Conseil et France et ONG Conseil International, pionnière du développement de la collecte de fonds en face à face, comme on dit dans votre langage. Et puis en avril 2018, vous lancez l'AMRAC, la première autorité mixte de régulation des auteurs, des acteurs de la collecte de fonds en face à face. Donc on abordera ces deux sujets, vastes sujets. Je pense qu'il fallait peut-être réguler la collecte de fonds et c'est une autorité de régulation, j'imagine. Donc on parlera bien sûr aussi des risques, de comment vous vous rémunérez, c'est intéressant, avec qui bien sûr vous travaillez et on va le voir, des organisations importante humanitaire. À nos côtés, eh bien, Géraldine Jakowski, notre start-up du jour. Bonjour. Bonjour Florence. Vous avez 45 ans, vous avez créé l'agence YouWill Digital à Enghien, les Bains, et donc on verra ensemble pourquoi finalement cette reconversion, cette création d'entreprise, alors qu'auparavant vous étiez salarié. Et puis on attend en principe un autre invité, mais on se connaît les embouteillages, donc je ne vous cite pas son nom tout de suite, on verra s'il arrive à nous retrouver. Tout de suite, on va partir à la première info du jour. La première info du jour, c'est notre rencontre avec Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Et oui, le 26 mai, il nous faut voter en tout cas pour l'Europe. Donc, on a décidé au bar de l'économie de presque tous les jours vous passer une interview de personnes qui vont vous parler de l'Europe. Bonjour Jean-Baptiste Lemoyne. Monsieur le ministre. Tu peux lancer? J'ai pas fini, écoute. J'ai pas le temps, mais... Ça fait rien, lance. Attends. C'est un moment très important, c'est un moment de choix pour les Français, pour les Européens, et on le voit, l'Europe elle est un peu à la croisée des chemins, parce que après avoir été pendant des décennies en construction, où les efforts s'additionnaient, où les États s'additionnaient, hélas, aujourd'hui, on est à la veille d'un processus, pas à la veille, il a été enclenché un processus de soustraction. Le Brexit le montre, et donc aujourd'hui, tous les Européens doivent prendre conscience de l'importance de cette échéance. Et vous évoquez un certain nombre de questions. Par exemple, s'agissant du prochain budget européen, la France est très attachée, par exemple, au fait de maintenir le budget
budget ambitieux, notamment pour nos agriculteurs. Il faut avoir en tête que 40% du budget européen, c'est la PAC, la politique agricole commune, et de ce point de vue-là, eh bien, nous ne transigerons pas. Par ailleurs, nous pensons qu'il est important peut-être d'aller trouver de nouvelles recettes à travers la taxation des géants du numérique, pour financer aussi de nouvelles priorités en matière d'innovation, de développement, pour faire monter en puissance les outils permettant de réguler les flux migratoires. L'agence Frontex, par exemple, nous souhaitons la porter à 10 000 femmes et hommes pour protéger nos frontières aux côtés de nos gardes-frontières nationaux, parce que justement, l'Europe, c'est la liberté de circuler, mais cette liberté de circuler, elle doit être garantie par le fait d'avoir des frontières qui sont bien surveillées. Sur les sujets économiques, je crois que un des enjeux, c'est justement d'affirmer cette souveraineté européenne, d'affirmer le fait que l'Europe est une puissance. Nous sommes 500 millions de citoyens, mais les citoyens qui sont aussi des consommateurs, et donc cela nous donne, je dirais, des avantages dans les négociations commerciales, et c'est pourquoi nous ne devons pas, eh bien, accepter n'importe quoi. Nous devons d'ailleurs passer des accords que je n'appellerai pas de libre-échange, mais de juste échange, parce que il est important qu'il y ait de la réciprocité. Eh bien, par exemple, nos amis chinois n'ouvrent pas assez leur marché, nous leur disons, et de la même façon, il est important pour l'Europe de dire qu'on ne négocie pas sur la menace. Nos amis américains, hélas, ont tendance à imposer des droits de douane à tort et à travers, y compris leurs alliés, et c'est pourquoi nous n'avons pas, pour notre part, voté pour l'ouverture de négociations commerciales avec eux. Il faut savoir se faire respecter, et l'Europe doit se faire respecter. Est-ce que vous pensez qu'on doit revenir sur certains accords, justement, commerciaux notamment, et que la position de l'Europe soit plus forte? Est-ce que les élus européens jusqu'à présent ne sont pas finalement laissés trop faire par les États-Unis? Est-ce qu'on doit revenir sur certains accords? L'accord du Canada, je ne sais pas. Alors l'accord du Canada est très positif pour l'Europe et pour la France. Les premiers chiffres viennent de tomber. Eh bien, l'excédent que nous avions avec le Canada, nous Français, qui était de l'ordre de 40 millions d'euros, est passé à 500 millions d'euros. Parce que, par exemple, de nombreux producteurs laitiers ont trouvé des débouchés sur le marché canadien. Et donc, à l'inverse, il y avait des craintes parfois de certaines filières, comme la filière du bœuf. Eh bien, il n'y a pas eu du tout de déstabilisation de notre filière. Et donc cet accord, il est véritablement gagnant pour la France. Ce que je veux dire, c'est que, en tous les cas, l'Europe ne doit pas être naïve. Et il est vrai, par exemple, que nous devons veiller à examiner tous les investissements qui se font sur le continent européen pour éviter qu'il y ait des prises de contrôle de certaines sociétés prometteuses, très investies, par exemple, dans l'intelligence artificielle ou dans des domaines techniques, technologiques, qui soient pris, dont le contrôle soit pris par des Chinois, des Russes ou des Américains. Et de ce point de vue-là, nous avons adopté d'ailleurs un mécanisme qui permet à la fois d'échanger des informations entre nous et de filtrer les investissements pour pouvoir refuser ceux dont nous pensons qu'ils porteraient atteinte à notre autonomie stratégique. Donc je crois que ça avance, mais on doit avoir encore plus d'ambition et très clairement la liste Renaissance souhaite mettre les pieds dans le plat. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons été les seuls à voter contre l'ouverture de négociations avec les États-Unis. Ça montre que eh bien, nous sommes très exigeants et nous souhaitons être d'autant plus forts au Parlement européen pour être d'autant plus exigeants. Vous avez abordé un sujet très intéressant, c'est les nouvelles technologies. On voit bien qu'il n'y a pas de conscience numérique européenne. Est-ce que vous pensez que c'est un point que vous allez défendre? Je pense que dans le monde tel qu'il est, il y a une voie européenne, c'est-à-dire un rapport au numérique qui est différent de la voie chinoise, où le numérique eh bien, est subordonné à l'État et il peut servir à contrôler les citoyens, et différent également de la voie américaine, où au contraire tout est libre et tout peut être fait, et y compris vos données exploitées par des tiers, etc. Je crois que l'Europe, son ADN, c'est l'humanisme, donc c'est une certaine éthique, c'est aussi une réflexion. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, se souvient-on. Et donc il y a indéniablement une voie européenne, un rapport européen au numérique qui est différent et que nous devons affirmer. Le président de la République a reçu d'ailleurs le patron de Facebook il y a quelques jours pour affirmer un certain nombre d'exigences quant aux contenus qui sont en ligne, au fait de retirer très vite les contenus qui posent problème. Et ça, c'est une vraie spécificité française et européenne où la France est en pointe. On voit bien d'un autre côté qu'on a des très belles idées en France, on a des très jolies start-up,
on arrive à financer ce qu'on appelle des licornes, mais dès qu'on veut passer au cap au-dessus, en fait, les Français se font racheter. Est-ce que vous pensez que c'est un point aussi que vous pouvez soulever au niveau européen et comment défendre, comment attirer des nouveaux financements pour justement faire des entreprises plus importantes? Alors pour le coup, c'est même un point qu'on peut traiter au niveau national. Il s'agit aussi peut-être de diriger une partie de notre épargne vers ces entreprises, avoir une préférence pour des entreprises de croissance plutôt que pour des rendements plus pépères, pardon de m'exprimer ainsi. Et donc, je crois qu'il y a toute une prise de conscience auprès des acteurs, des ménages, pour pouvoir eh bien, les aider à flécher cet argent de façon productive, car oui, c'est vrai, nous avons des manques de ce point de vue-là. On le sait, le rapport à l'épargne ici est important, il est particulier, mais il ne faut pas que cette épargne excessive, parfois, eh bien, nuise au développement des entreprises. C'est un sujet sur lequel la loi Pacte, portée par Bruno Le Maire, commence à déverrouiller les choses. Et sûrement devrons-nous avoir des fonds pour aider les PME pour qu'elles deviennent demain des ETI et après-demain eh bien des futures entreprises pour le CAC 40. Voilà, ça veut dire restaurer la confiance, en fait, c'est ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Dernière question, si vous êtes élu, donc avec qui allez-vous travailler au niveau européen, puisqu'on voit bien que les pays ont diverses envies et que les besoins de l'Ouest sont pas les mêmes que les besoins de l'Est? Je crois qu'il y a aujourd'hui une opportunité unique de faire en sorte que le binôme entre les socialistes et les conservateurs européens laisse la place à une coalition plus large. Et donc, nous souhaitons agréger autour des élus d'En Marche, du Modem, d'Agir, et bien des partis libéraux et démocrates. Nous pensons notamment au mouvement réformateur en Belgique, au mouvement libéral-démocrate au Luxembourg, aux libéraux néerlandais, aux démocrates italiens. Bref, il y a tout un mouvement qui souhaite, je crois, refonder l'Europe. Et donc, c'est avec eux que nous allons travailler. Ils étaient déjà une dizaine à être autour de Nathalie Loiseau et d'Édouard Philippe samedi dernier à Strasbourg. Donc, cette coalition est en train de se construire. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Alors, on va demander tout de suite à Sébastien Mazin-Pompidou, directeur du développement de Saïgus et économiste, ce qu'il en pense. Eh bien, l'Europe, avant tout, j'en pense beaucoup de choses, et surtout des bonnes choses, parce que quand on pense à l'Europe, on pense en règle générale à deux choses. La première, c'est que ça fait 70 ans qu'il n'y a plus de guerre. Et mine de rien, c'est somme toute assez important. Quand on regarde l'histoire européenne, il n'y a pas eu de période aussi longue, du moins elles sont très rares, où les Allemands et les Français et d'autres ne se sont pas mis sur la tête. Donc ça fait 70 ans qu'en Europe, on vit en paix. Et c'est assez important puisqu'on avait un confrère de la presse écrite qui sortait un édito en expliquant que, à contrario, pour la première fois depuis quelques années, on allait se retrouver en France avec aucun gouvernement où des personnes à la tête de ces gouvernements avaient connu la guerre. Et ça, pour le coup, c'est ce qui peut peut-être en partie expliquer la montée de populisme et des mouvements comme le Brexit ou autres. Et c'est ça qui est quand même très important. La deuxième chose à laquelle je pense quand je pense Europe, on a fêté, je crois, l'année dernière, la création de l'euro. L'euro, c'est quoi? C'est aujourd'hui la deuxième monnaie la plus utilisée dans le monde, très loin devant la troisième monnaie et encore derrière le dollar américain, mais toujours à relativiser puisque l'euro a 20 ans, le dollar américain a un peu plus de 100 ans quand même de l'existence, et la force de cette monnaie est justement s'est bâtie grâce aux guerres qu'il y avait en Europe pendant le début du XXe siècle. Donc, il n'y a pas de guerre et on a une monnaie aujourd'hui unique qui nous permet de faire du commerce, d'échanger entre nous de façon beaucoup plus importante. Pareil, quand on réfléchit sur les bonnes choses, je pense qu'autour de la table, si je vous dis qu'est-ce qui est bien avec l'Europe, on va penser à Airbus, on va penser à Arianespace, on va penser à pas mal de grands succès qui ont bâti l'Europe depuis quelques années. On oublie aussi que l'Europe, c'est la première puissance économique mondiale. Si on assemble les PIB de tous ses membres, on est très loin devant les États-Unis, que c'est également le premier marché de consommateurs au monde et que donc ça fait de cette zone géographique une zone extrêmement intéressante pour nos deux gros concurrents, le chinois d'un côté et les Américains de l'autre. Ce que je constate également de façon un peu plus pessimiste par rapport à l'interview qu'on vient d'écouter, c'est qu'on est pas mal en retard sur certains sujets technologiques. Alors on en reparlera peut-être un petit peu plus tard dans la chronique ce matin,
Mais en préparant cette chronique, j'entendais que la libération des otages au Burkina Faso, qui a coûté la vie aux 2 militaires. On peut rendre hommage, d'ailleurs, la France rend hommage aujourd'hui à ces 2 militaires, justement. Avec un début des hostilités, le pont Alexandre III, je crois, à 10h30, Paris 8e, métro Alma. Je lisais donc dans la presse qu'au final, cette opération n'a été rendue possible que grâce à la fourniture d'informations des Américains. Donc nous étions nous sur place, mais l'opération n'a pu être possible que parce qu'un État tiers, forcément il y avait un otage américain, certes, mais a été capable de nous fournir des informations précises. Je lisais également qu'il n'y a pas longtemps, l'Allemagne a été victime d'une attaque informatique d'ampleur majeure. L'Allemagne n'a pas trouvé dans ses partenaires de solution immédiate et s'est tournée vers les services américains, la NSA, pour trouver une solution et contrecarrer à cette cyberattaque. Donc l'Europe, au final, c'est une bonne chose, mais on n'arrive pas forcément à tous bien s'entendre. Et on a comme l'impression, sans rentrer dans un débat politique, qu'il peut y avoir certaines fois un rejet de l'Europe lorsque l'on sait que des textes sont étudiés sur la fameuse courbure de la banane et qu'en même temps, d'autres personnes se demandent vraiment à quoi sert l'Europe. Toujours sur la partie technologique qui a été évoquée, il y a quelque chose qui va arriver prochainement, c'est la 5G pour les opérateurs mobiles. La 5G, c'est quoi? C'est cette capacité que nous aurons avec des terminaux mobiles d'échanger des flux et d'en recevoir aussi rapide que si nous étions avec la fibre, dans les grandes lignes. Aujourd'hui, les opérateurs les plus pertinents, les fabricants et ceux qui maîtrisent le mieux cette technologie sont chinois. Et ce sont ces mêmes Chinois qui sont en train de rentrer sur des marchés européens à l'est de l'Europe, qui pour le coup sont beaucoup plus friands de ce genre de produits et acceptent plus facilement que ces nouvelles technologies arrivent. Mais derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les données qui circuleront via ces systèmes-là seront opérées via un opérateur chinois. Quand on sait en même temps que la Chine a mis en place un système de classification de masse des comportements de ses concitoyens avec de l'intelligence artificielle qui permet de vous dire que si vous traversez bien la route lorsque le feu est rouge, si vous mangez correctement et si vous payez vos impôts en temps et en heure, vous aurez le droit... Oui, on a des récompenses. Il y a des récompenses qui sont mises en place. Donc imaginez, c'est toutes les données qui circulent actuellement via nos mobiles, via nos appels, via nos emails, venaient à passer dans des canaux entièrement maîtrisés par les Chinois. Pareil sur les technologies, pour avancer aussi sur ce point, on entend partout et toute la com se fait autour des voitures autonomes et des voitures électriques. Les voitures électriques, c'est très bien parce qu'effectivement, ça pollue moins. Et c'est beaucoup plus agréable d'être dans un bouchon entouré de Tesla que d'être dans un bouchon entouré de camions avec des gros moteurs diesel V8 qui puent. Maintenant, le problème, c'est que la voiture électrique, 50% quasiment de sa valeur, c'est sa batterie. Qu'elle soit fabriquée par Tesla, qu'elle soit fabriquée par Renault, qu'elle soit fabriquée par des groupes allemands. Et 80% des batteries sont fabriquées en Chine. Donc une fois de plus, on est en train de faire le jeu des Chinois en basculant sur ce système-là. Et je ne vous parle pas de toute la dérive écologique avec le retraitement de ces produits qu'on ne sait pas encore faire, et le fait aussi aujourd'hui que les Allemands qui veulent recharger des voitures électriques le rechargent via des usines à charbon qui produisent l'électricité pour. Donc la pollution est catastrophique. Mais une fois encore, ça prouve la complexité qu'on a, nous, Européens, à tous se mettre d'accord, puisque lorsque, il y a 2 mois, le ministre de l'économie, M. Le Maire, a lancé avec son homologue allemand le Airbus de la batterie, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. On arrive juste avec 5 ans de retard. Donc il va falloir le rattraper. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont assez paradoxales. C'est que à la fois on évolue dans un environnement pacifiste, qui nous permet, on pense à Erasmus, de faire des études un peu partout, qui nous permet sans aucune difficulté d'aller visiter les 4 coins de l'Europe, qui nous permet de faire des achats en toute sécurité, qui nous permet de manger également en toute sécurité, qui nous permet de circuler, qui nous garantit quelque part une sécurité. Et en même temps, ces réglementations, je pense à la RGPD, la réglementation sur la gestion des personnels, apporte de plus en plus de contraintes aux entrepreneurs, aux investisseurs, bien que la France vient d'être nommée 5e pays le plus attractif en France pour les investisseurs. Donc il y a ce paradoxe-là, on est entre un bloc américain, on est entre un bloc chinois, et comme le disait la porte-parole du MEDEF italien il y a quelques années, les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens réglementent. Ben, c'est un petit peu ce qui se passe, et c'est un petit peu ce qui peut crisper en règle générale les Européens pour voter, et peut les inciter à avoir des votes plus ou moins extrêmes et donc plus ou moins judicieux. Exemple avec le Brexit, on en parlait la dernière fois, le Brexit, qui seront les premiers pénalisés
par le Brexit, ce sont les Brexiteurs eux-mêmes. Ce sont ceux qui ont voté pour que l'Angleterre sorte de l'Union européenne. Et qui a voté pour que l'Angleterre sorte de l'Union européenne? En grande partie les ouvriers, en grande partie ceux qui travaillent dans des usines, en grande partie ceux qui vivent en dehors de Londres. Si on fait un focus sur cette population, ce sont eux qui fabriquent des produits qui sont exportés vers l'Union européenne. Si les taxes se remettent en place, si les chemins d'acheminement ne peuvent plus fonctionner d'un sens comme de l'autre, ce sont ces personnes qui vont perdre leur premier travail. Donc aujourd'hui, on est sur une situation assez paradoxale. L'Europe protège, l'Europe nous sécurise un certain nombre de choses, mais l'Europe est de plus en plus grignotée par ses concurrents sans pour autant pouvoir se targuer d'une pleine souveraineté. Voilà, merci beaucoup pour ce commentaire, Sébastien Mazin-Pompidou. On va passer la parole à Pierre Dumouchel, donc je rappelle qui est directeur général de Safe Orthopedics, une belle pépite française installée en Val d'Oise, qui a été fondée en 2010 et qui est déjà cotée en bourse 5 ans en 2015, 5 ans plus tard. Donc pour vous, le développement international, c'est important, bien entendu. On peut plus développer à l'échelle uniquement franco-française. Par contre, qu'est-ce que vous pensez pour vous, l'Europe? Est-ce que c'est difficile? Comment vous voyez le marché? Comment vous voyez votre développement? Alors, on a dit beaucoup de choses et j'adhère beaucoup à ces témoignages. Il y a une contradiction entre l'intérêt de l'Europe et sa difficulté à se mettre en place. Moi, je retiens plusieurs mots: innovation, financement, développement. Dans le milieu qui est le mien, c'est-à-dire celui en quelque sorte du medical device, de la santé, on se rend compte que l'Europe est un territoire d'innovation. Et on a tendance à l'oublier, mais en Europe, plus particulièrement en France, on développe beaucoup des technologies de demain. Malheureusement, à l'échelle européenne, en fait, on a plein de petits pays côte à côte qui ont des profondeurs de marché qui sont limitées, par exemple, par rapport aux États-Unis. Donc, en fait, à l'échelle d'innovation, on est très fort. À l'échelle de développement commercial, on est limité par la taille de marché. Sans la consolidation de l'Europe, on va avoir des vrais problèmes, finalement, à construire des sociétés solides. Il faut qu'en Europe, finalement, un peu comme aux États-Unis, on ait la capacité à aller vite, à développer nos technologies, la commercialisation de nos technologies. On est une société française, on distribue directement en Allemagne, en Angleterre. Le sujet du Brexit, c'est quelque chose qui nous impacte, parce que si demain, en fait, on était taxé à l'importation, en quelque sorte, Safe Orthopedics aurait une propre contrainte dans son business en Angleterre. Et pour autant, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire que notre business va être diminué, ça veut dire que notre intérêt vis-à-vis des investisseurs va être limité, et on va se retrouver tout de suite à la maîtrise des Américains ou des Chinois. Je reviens sur un truc, vous avez dit, les Américains développent, nous on régule, et après les Chinois en quelque sorte copient. Moi, je tournerai un peu différemment. Les Européens innovent, les Américains capitalisent et développent, et après, c'est vrai que les Chinois copient, ou même aujourd'hui commencent à prendre le lead parce qu'ils ont les moyens, etc. Il faut changer cette dynamique. Il faut partir du principe que on est des nations anciennes, on a une capacité par nos écoles, par rapport à nos différentes sociétés européennes à innover. Et justement, maintenir finalement ce business, maintenir cette capacité à innover, c'est que les politiques nous donnent les moyens, en quelque sorte, de ne pas être contraints au quotidien en Europe. C'est important. L'Europe, c'est le moyen, en quelque sorte, de garder notre business, de continuer à innover, de ne pas voir les capitaux américains ou chinois arriver trop vite, et donc, en quelque sorte, déporter la valeur technologique aux États-Unis ou en Chine. Vous avez dit tout à l'heure, c'est la première puissance économique mondiale. L'Europe, oui. C'est vrai qu'au quotidien, on ne s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Parce qu'on ne réfléchit pas finalement comme une communauté européenne, on réfléchit comme la somme de plusieurs pays qui voient leurs intérêts. Est-ce qu'on peut survivre dans ce cadre-là? Je suis assez négatif, je ne pense pas. Penser que revenir en arrière, vous l'avez dit, le Brexit, ça va nous tuer. Concrètement, ça va nous tuer. L'Angleterre est une force économique importante. Considérer que la France ou l'Allemagne peut en faire 100, ce n'est pas une bonne nouvelle. Après, dans mon secteur qui est celui de la santé, imaginez, donc on a des contraintes déjà de développement, des contraintes financières, ensuite il y a des contraintes réglementaires. Est-ce qu'on a les mêmes lois en quelque sorte pour dire qu'un médicament ou un medical device est autorisé à être implanté? Si on parcelle l'Europe, vous imaginez qu'à chaque fois que je vais rentrer dans un nouveau pays, il va falloir que je resoumette des dossiers, etc. Donc il ne faut surtout pas aller dans ce sens-là. Si on veut garder une Europe forte, au contraire, il faut la construire encore plus vite. Et d'un point de vue économique, le ministre a parlé en quelque sorte du financement. Le financement viendra si notre capacité à faire du business augmente.
Si on parcelle l'Europe et que finalement on rend les échanges compliqués, ça veut dire concrètement qu'on va rester de plus en plus de petites sociétés nationales, ça veut dire que les profondeurs de marché ne vont pas permettre des retours sur les investissements et on va voir le nombre d'investisseurs européens ou nationaux diminuer. Il ne faut vraiment pas penser que c'est la bonne voie et on encourage, je crois, tous, quelles que soient nos opinions politiques, à aller voter et à dire travailler en Europe parce que dans les 50-100 années à venir, il faut qu'on soit et qu'on reste cette première puissance économique internationale. Voilà, donc l'Europe, c'est vraiment très important, on ne peut plus s'en passer, on ne pourrait plus travailler finalement. Pour vous, entreprise française, s'il y avait une déliquescence de l'Europe, qu'est-ce que vous feriez? Vous changeriez de pays? Alors, j'insiste parce que moi je me considère, alors on est une société française parce qu'on est en France, mais aujourd'hui ma force commerciale est autant allemande que anglaise que française et on est présent dans 20 pays, donc je considère que ma société aujourd'hui est internationale et tous les jours je me bats pour donner une image européenne, internationale de Safe Orthopedics. Si demain on arrivait à ça, alors transférer une société à l'étranger, c'est pas simple parce que vous avez créé une culture, vous avez aussi des employés qui ont créé cette culture. Donc le transférer, c'est pas simple et je ne crois pas qu'en fait ça soit la solution de venir, par exemple, aller s'installer aux États-Unis, arrêter tout ce qu'on fait en France et se focaliser aux États-Unis. C'est pas forcément bien. La recherche, le développement de nouvelles technologies, surtout dans le milieu de la santé, est très très active, très efficace en France. Et puis il y a une bonne image de la qualité en France. Une bonne image de la qualité, il y a une très bonne image de la médecine. Dans mon secteur à moi et celui de la colonne vertébrale, il faut savoir que 80% des innovations sortent de France. Justement, on va en reparler dans quelques minutes, si vous voulez bien, Pierre Dumouchel. On va faire notre première pause musicale. Je vous propose Billie Holiday avec Blue Moon. L'année dernière, le premier pays dépositaire de brevets, c'est pour la première fois. Ah bon? Pour la première fois au monde, la Chine a été le premier dépositaire de brevets. Devant les États-Unis, devant le Japon. On disait que la Chine copiait, mais elle commence à créer. Elle crée aujourd'hui parce qu'il y a 20 ans, ils ont mis en place ce système où la technologie devait arriver dans leur pays pour qu'ils puissent le produire. Donc on a vu Airbus s'installer et construire des buildings où les avions étaient construits. Aujourd'hui, ils savent les faire, donc ils le développent. Mais alors moi, j'ai reçu une étude il y a 2-3 mois de ça. En fait, nous, les Français, on fait partie des plus mauvais au niveau de la protection des brevets. On est très mauvais en protection des brevets. Et ils prenaient des très grosses entreprises, et notamment vente privée, qui elle aussi a développé des choses, n'a jamais protégé ses brevets. Alors après, ça, je pense que c'est incroyable. Sur la propriété intellectuelle, le problème, c'est que l'Europe ne va pas assez vite. Nous, on dépose tous nos brevets en France, pour vous donner un ordre d'idée, entre les brevets français et le brevet européen, qui ensuite faut redécliner quand même dans tous les pays. C'est des choses qui prennent 5 ans. Vous êtes américain, vous déposez aujourd'hui, en 1 an, 1 an et demi, vous êtes statué sur le brevet. C'est-à-dire que sur une taille de marché États-Unis versus Europe qui devient à peu près similaire, vous dites quoi? En fait, il faut 3 ans et demi de plus en Europe pour être protégé partout. Donc ça devient bête. Les Chinois ne copient pas, les Chinois maintenant achètent les sociétés pour prendre. Bien sûr. Pour avoir un savoir-faire plus rapidement, mais ils ne copient plus. Hein. Non, et puis quand on regarde les GAFAM qu'on connaît tous, hein, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, en face les homologues chinois qui proposent le même type de service qu'on appelle les BATX, pour Baidu, Alibaba, Tencent et Huawei, sont tout aussi compétents et performants. Et les échanges de monnaie en de toute façon, le cerveau du développement de l'ingénierie, c'est en Asie maintenant. Hein. La seule chose qu'ils n'ont pas et qu'il faut protéger, c'est le marketing. Ils n'ont pas encore cette capacité à créer des images de sociétés comme l'américain, comme Apple, comme ces autres sociétés peuvent le faire. On y retourne? C'est bon? Aujourd'hui, au bar de l'économie, je suis en compagnie de Pierre Dumouchel, DG de Safe Orthopedics, de Sébastien Mazin-Pompidou, économiste et directeur développement de Saegus, de Jean-Paul Kogan-Recoin, fondateur de ONG Conseil France et ONG Conseil International, et puis de Géraldine Jakowski, son nom m'échappe, désolé, voilà, Géraldine Jakowski, j'ai bien dit, oui, qui a créé notre start-up du jour, l'agence YouWill Digital
À Enghien-les-Bains. Alors, Pierre Dumouchel, nous parlions de l'Europe, nous parlions de produits, de vos produits, de produits dans la santé. Donc, vous disiez que la France est une pépite pour le développement dans le domaine de la santé, reconnue finalement dans le monde entier pour cela. Alors, vous avez décidé, vous, en 2010, de créer pourquoi avoir créé cette société qui propose des produits spécifiques pour tous ceux qui ont mal au dos? Déjà, que proposez-vous peut-être? Alors, il faut comprendre qu'avant de créer Safe Orthopedics, on était déjà dans ce milieu-là. Donc, en fait, Safe Orthopedics, c'est une société spécialisée dans la fabrication d'implants et d'instruments pour opérer les pathologies du dos. Après pas mal d'années dans ce milieu-là, donc les 3 fondateurs dont je fais partie décident de créer une nouvelle société avec une approche qui est un peu différente. On est à l'échelle internationale la première société à avoir développé en fait des plateformes d'implants et d'instruments à usage unique, concrètement toujours prêtes à l'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire à usage unique, puisqu'on s'imagine, nous, patients, que tous les produits utilisés sont à usage unique? Alors, c'est effectivement quelque chose qu'il faut préciser. La chirurgie du dos, ça marche à peu près 12 milliards. Il y a 400 acteurs. Et encore aujourd'hui, quand vous opérez un jeune adulte ou une personne plus avancée, on utilise des implants à stériliser et on utilise des instruments nécessaires à la pose d'implants réutilisables. Concrètement, ça veut dire que le fabricant développe une plateforme technologique qui met à disposition de l'hôpital, que l'hôpital doit gérer de A à Z. Aujourd'hui, 80% des implants fournis au marché sont à stériliser et pas fournis stériles par le fabricant. Il vous faut en quelque sorte un process complexe pour pouvoir faire une chirurgie, que ce soit sur l'implant comme sur l'instrument. Alors l'instrumentation, ça peut justifier... Alors on comprend mieux avec ce que vous dites pourquoi il y a des maladies nosocomiales. Exactement, exactement. Ça vient... Alors heureusement, les stérilisations s'améliorent, etc. Il n'empêche qu'il y a un risque qu'on ne peut pas fermer quand on réutilise, puisque en fait on donne la responsabilité à l'hôpital d'inspecter, désinfecter, stériliser. On parle de technologies qui sont très complexes, et je parle là plutôt sur l'instrumentation nécessaire à poser l'implant. C'est des choses qu'on fait de plus en plus mini-invasives, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire des opérations par des accès vraiment minimes. Donc on a beaucoup d'instrumentation fin, cannulée, très technologique. Oui, peu d'ouverture sur le corps, c'est ça que vous voulez dire. Plus vous allez miniaturiser, plus le process de stérilisation devient complexe. On est parmi ces acteurs, 400 acteurs mondiaux, la première société à avoir redéployé toute cette plateforme en instrumentation à usage unique. C'est-à-dire qu'on ne livre pas quelque chose qu'il faut gérer, c'est une boîte de 1 kg qui contient que des instruments neufs, déjà stériles, et qui va être dédié à chaque patient. Finalement, un patient va recevoir une instrumentation neuve et stérile à chaque fois. Alors, quels sont les avantages? Les premiers avantages, ils sont cliniques. Concrètement, je garantis à l'hôpital qu'il n'y a plus d'infection, de risque d'infection, qu'il n'y a absolument pas de contamination croisée, mais également dans un contexte un peu plus global, plus économique. Vous l'avez entendu, aujourd'hui la médecine, c'est de faire quelque chose de moins coûteux, plus ambulatoire, etc., etc. Ça veut dire que finalement, mettre une plateforme d'instrumentation toujours prête à l'emploi, ça va fluidifier finalement la prise en charge du patient et aussi sa sortie de l'hôpital. Et on revient un tout petit peu sur notre débat historique, on est la première société internationale, donc 400 acteurs, à l'avoir développé. Donc j'espère que l'Europe... Voilà, c'est une idée fantastique. Personne n'avait eu l'idée avant vous, c'est ça qu'il faut souligner. Alors les idées, je ne sais pas si personne n'a eu l'idée. En tout cas, on est la première société à l'avoir déployée à l'échelle de la chirurgie du dos. Peut-être parce qu'on avait l'expérience des dispositifs classiques, peut-être parce qu'on s'est entouré aussi de chirurgiens et on a beaucoup parlé de l'économie, mais il ne faut pas oublier qu'on a beaucoup de très 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 bons médecins et chirurgiens en France qui sont très tournés vers l'innovation et le développement. Donc effectivement, on est les premiers à l'avoir fait à l'échelle du dos et on a une volonté à non seulement établir comme référence cette technologie en France, mais très vite tourner dans tous les pays européens et un jour dans les autres pays. Et en tant que directeur général, mon intention est plutôt de faire une société européenne qui a la chance d'accéder au marché américain et asiatique que de chercher tout de suite trop rapidement à se faire acheter par un Américain ou un Chinois qui, on doit le dire, quand ils auront accédé à notre technologie pour le mettre aux États-Unis, ne s'intéresseront plus au marché européen. Il faut être très clair, les Américains investissent pour développer chez eux le business. Par contre, est-ce qu'ils vont s'occuper des coûts de santé français? Non, absolument pas. Parce que malheureusement, à l'échelle nationale, nos pays sont petits, donc les profondeurs de marché sont plus petites.
Et les Américains ne vont pas se concentrer sur une multitude de pays européens petits, mais plutôt sur leur gros marché institutionnel, etc. Qui est plus facile, la même langue, il y a moins de soucis de gestion et de coûts finalement pour se développer. Alors, vous avez dit tout à l'heure dans votre commentaire sur l'Europe que les premiers pays avec lesquels vous avez travaillé, c'est l'Allemagne et l'Angleterre. Vous avez donc développé aussi d'autres pays. Est-ce que vous avez déjà protégé vos brevets justement aux États-Unis et en Asie? Alors, on est complètement effectivement protégé de façon internationale. Surtout dans la santé, il est important d'avoir une protection intellectuelle de toutes ces technologies, à la fois sur l'Europe, à la fois sur les États-Unis, sur la Chine, même si c'est des processus un peu différents, mais safe à la volonté, effectivement, bien qu'on ne soit pas encore établi commercialement, par exemple sur la Chine ou sur d'autres secteurs, on veut protéger le plus possible à l'échelle internationale. Et là, on se rend compte encore une nouvelle fois que les mécanismes sont des fois beaucoup plus longs en Europe, parce que justement, on est une somme de plein de pays, versus finalement les États-Unis ou la Chine et autres. Donc il y a des choses à faire là. Quels sont vos défis en 2019 justement pour vous? Alors en 2019, mes défis, c'est de continuer, à innover, c'est-à-dire on a donc cette technologie unique, mais qu'il faut encore étayer, améliorer. Il faut avoir à la fois améliorer, mais aussi proposer de façon plus large. On veut se spécialiser sur la fracture vertébrale, qui est l'enjeu des années à venir. Ça touche quasiment toute la population. J'ai parlé de technologie à usage unique. Pourquoi elle est vraiment très importante et sur quel type de pathologie elle est intéressante? C'est tout ce qui est non prévisible. Donc, dans notre milieu, la fracture, c'est quelque chose qu'on ne sait pas anticiper, qu'elle soit accidentelle ou ostéoportique. Il faut prendre en charge une fracture de façon rapide et de plus en plus efficace, micro-invasive, permettre le retour rapide du patient chez lui. Donc on veut, d'un point de vue purement technologique, déployer encore plus de produits. À l'échelle commerciale, on a investi donc, depuis 2 ans sur une force commerciale directe en Allemagne. On a fait l'acquisition en 2018 d'une force commerciale en Angleterre. Donc on veut s'établir comme on l'est aujourd'hui en France, donc 9% de part de marché sur la stabilisation des fractures. On voudrait répliquer ces performances en Allemagne et en Angleterre. Et puis par un réseau de distribution, couvrir quasiment toute l'Europe. On a également, et c'est une des valeurs de Safe Orthopedics, en 2018 contractualisé avec un acteur existant japonais qui, pour votre information, est venu chercher notre technologie en France pour le déployer au Japon comme une référence effectivement sur la fracture. Voilà, nos ambitions sont technologiques et commerciales. Nos challenges sont bien évidemment de financement. On en parle souvent et j'entends et je suis content d'écouter les politiciens qui parlent de « on va aider les entreprises ». C'est encore un enjeu. Il faut donner les moyens aux entrepreneurs de faire des sociétés plus grosses, il faut leur faire confiance. Et il ne faut surtout pas arrêter les investissements après, j'ai envie de dire, ce que je vais appeler la phase de développement technologique. En France, on a beaucoup de schémas de financement public ou privé sur la partie nouvelle technologie. Par contre, on a beaucoup moins de solutions de financement sur la partie développement commercial. C'est quand même dommage que... On a du mal, vous voulez dire, à trouver des financements pour vous développer commercialement. On a de plus en plus de mal à trouver des financements qui vont, en quelque sorte, supporter le développement commercial, sachant que ce n'est pas des petits investissements, surtout dans le milieu de la santé. Payer une force commerciale, c'est quelque chose d'important parce que en fait, on va chercher des gens qui sont très expérimentés. C'est pas des vendeurs porte-à-porte, c'est vraiment des gens qui ont une culture de la chirurgie, qui sont vraiment capables d'aider les chirurgiens au bloc opératoire. Et là, il y a besoin de capitaux conséquents pour faire justement que la société commercialement se déploie. On le voit souvent et pas forcément qu'en santé, sur d'autres, les Américains sont très forts à ce moment-là, mettent beaucoup de capitaux pour donner les moyens et des fois même de pardonner l'échec qu'on a tendance à pas faire en Europe. C'est-à-dire que le développement commercial, c'est pas une science exacte. Des fois, on fait des tests de marché, on doit se repositionner. Et on voit qu'en Europe, où à l'échelle nationale, on est un peu frileux, les Américains le permettent beaucoup plus facilement. Ils donnent une levée de fonds française. J'ai pas de statistiques, et peut-être que vous en avez, mais je pense qu'elles sont 10 fois plus conséquentes aux États-Unis. Oui, la philosophie française, européenne n'est pas la même qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on ne demande pas de business plan. On fait confiance à celui
qui développe, au patron la plupart du temps, mais on n'oblige pas forcément à avoir du résultat, en tout cas la première année ou les premières années. Exactement. On est beaucoup plus patient. On pardonne, exactement. Alors, je ne sais pas s'ils sont plus patients, mais en fait, ils ont une notion de risque qu'on est en train de perdre en Europe. On sait que déployer un business, c'est risqué. Alors, il y a des marchés qui sont plus ou moins risqués, mais en tout cas, la culture américaine le permet et donc investit plus rapidement, plus massivement pour faire que les sociétés passent de la société d'innovation à la société commerciale internationale. Mais pourtant, vous avez très vite introduit en bourse votre société en 2015, donc c'est très tôt pour une start-up. On appelle quelquefois, on dit même que les sociétés sont encore en start-up quand elles ont 5 ans. Donc le fait d'être en bourse ne vous a pas aidé à pouvoir trouver des capitaux? J'ai parlé d'un point de vue généraliste. Safe Orthopedics a la chance, encore une fois, d'avoir ce déploiement rapide. Bien évidemment, l'introduction en bourse a aidé Safe Orthopedics. On est à la fois fiers et on remercie tous les jours la confiance que nos investisseurs nous donnent. On voit par contre en ce moment que le milieu des medtech et de la pharma est dévalorisé. Les valeurs de société publiques et surtout tout ce qu'on va appeler le small et mid cap en Europe est significativement dévalorisé par rapport à une société américaine. Pourquoi, à votre avis? Je pense par rapport sans doute au comportement des investisseurs, de se dire un petit peu plus frileux, finalement, de se dire il y a plus de risques que ce qu'on croyait, et donc dans la projection de valeur des sociétés, ils sont plus conservateurs. Et puis peut-être aussi toutes ces contraintes européennes qui se disent finalement, si je trouve une pépite française et que je vais en faire une pépite européenne, il va falloir qu'il passe par une somme de difficultés, les frontières, etc., qui fait qu'on a tendance à se dire ça va prendre plus de temps, ça va coûter plus, et donc mon retour sur investissement va être moindre. Sébastien Mazin-Pompidou, vous avez une question à poser à Pierre? Oui, j'avais une question pour vous, Pierre. On imagine que la prise de décision dans l'achat de produits comme le vôtre peut être différente selon un pays, que ce soit aux États-Unis, en France, en Allemagne et en Angleterre. Et ma question, c'était, est-ce que vous vous adressez pour le coup aux mêmes interlocuteurs quand vous voulez vendre vos produits, et est-ce que vous les vendez au même prix? Alors, les prix de marché sont différents, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un système de remboursement unique en Europe. Donc, si aujourd'hui, je compare par exemple la France et l'Allemagne, le prix de remboursement est fixé par l'État en France, là où en fait, il est absolument pas fixé par l'État en Allemagne, il est tout simplement la décision d'un buying group, c'est-à-dire d'une centrale d'achat qui va réguler par exemple 50 hôpitaux. Donc, le mécanisme est totalement différent, donc les prix de marché sont totalement différents. Après, en termes d'achat, c'est une réflexion qui est plus industrielle et souvent, dans notre milieu, comme on innove, en fait, on se rapproche des acteurs ou des sous-traitants innovants et on maintient en quelque sorte notre production là où on est capable d'aller vite, de développer. C'est un peu moins lié là où on va vendre. Alors, Pierre Dumouchel, vous fabriquez sur Lyon et sur Marseille. En fait, les produits de la technologie est fabriqué en province. Mais revenons un petit peu au début du développement. Vous êtes fait incuber. C'est comme ça que vous avez commencé la société. Racontez-nous. Alors, en fait, on a commencé, on a créé Safe Orthopedics en 2010. Et effectivement, alors, j'aime bien raconter la petite anecdote. On est 3 fondateurs, un qui vient du nord de la France, un qui était à Poissy. Et à l'époque, moi, j'habitais à Levallois. Et en fait, on a cherché un endroit très stratégique à côté de l'aéroport, sans bouchon. Et en fait, on est tombé donc dans le Val d'Oise, au Novitec 95. Et effectivement, on a trouvé dans cette pépinière une vraie capacité à rester concentré sur notre business. Et on a trouvé autour de nous, finalement, des sous-traitants numériques, des sous-traitants comptables, des sous-traitants en quelque sorte de tous les autres cœurs de métier qui ne sont pas finalement notre expertise et qui nous ont permis de finalement se concentrer sur notre business, aussi sur les levées de fonds, puisque en 2010, il fallait qu'on finance Safe Orthopedics. Voilà, donc c'est un bassin qui nous a vraiment aidé. On a fait le choix du coup de rester très proche à Éragny, où j'ai même il y a quelques mois fait l'inauguration du nouveau siège social, puisqu'on prend de l'ampleur, donc on a pris de la surface, on a même revu complètement nos locaux pour accueillir des chirurgiens, pour accueillir nos clients internationaux. C'est un bassin qui est, en termes de santé, encore un peu jeune. Il faut être très honnête, il y a des choses à faire. On a très peu d'écoles ou de systèmes de médecine, on a très peu de laboratoires pour nous aider à développer vraiment dans le medtech biotech.
Donc il y a encore des choses à faire. Après, c'est extrêmement bien géolocalisé pour, à titre de directeur général, où je dois me balader entre nos 2, 3, 4 pays ou les autres, nos partenaires internationaux. L'accès à l'aéroport est super simple. Et puis ça reste très dynamique. Pour moi, c'est un département, une région, je pense, plus large qui est très dynamique et il faut l'entretenir. Et si on ramenait un tout petit peu plus de santé, ça serait sympa. Et puis, on va en parler quand on aura des chercheurs ou des élus qui viendront nous voir. On va parler qu'il faut développer en médecine. Donc maintenant, ça fait 2 secteurs qu'il faut développer en Val d'Oise, la médecine et l'aéronautique, bien sûr. Et puis, vous disiez aussi peut-être l'importance des réseaux. Ouais. Ça continue et c'est très dynamique en Val d'Oise. Ouais, c'est très dynamique. Alors bon, après, on fait peut-être partie de ces privilégiés qui ont bénéficié donc, du réseau Novitech, en plus qui est en train de se déployer. Le réseau, il peut être par rapport à notre secteur d'activité propre. Là, je l'ai dit, c'est pas encore le cas dans Val d'Oise. Par contre, le réseau, c'est aussi trouver les bons partenaires. Je suppose qu'on aura le témoignage sur la partie numérique. C'est de façon rapide, efficace, trouver des partenaires qui vont nous accompagner. Par exemple, dans mon cas, tous nos partenaires, que ce soit infrastructure, que ce soit numérique, que ce soit informatique, que ce soit comptable, depuis la création de la Novitech, continuent à nous accompagner. Donc ce réseau, il est important, surtout quand ce n'est pas notre compétence à la base et qu'on veut rester concentré sur notre business. Ça, c'est quelque chose qui est important. Dernière question, Pierre Dumouchel, si vous voulez bien. Je rappelle que vous êtes directeur général de Safe Orthopedics. Vous êtes 3 associés. Ouais. Vous avez gardé combien du capital à vous 3 et combien acceptez-vous de libérer ? Alors, ça va choquer, mais il nous reste que quelques pourcentages faibles. Pourquoi ? Parce que en fait, ce genre de société nécessite beaucoup d'investissement. Safe Orthopedics a reçu à peu près 50 millions d'euros d'investissement depuis sa création, donc dont j'ai envie de dire un gros tiers a été nécessaire pour la première vague technologique, deuxième gros tiers pour son déploiement commercial, puis là en redondance. Donc effectivement, en termes de part de société, il nous reste quelques pourcentages chacun. Je crois que c'est nécessaire pour le développement de l'entreprise. Après, j'ai la chance d'avoir des investisseurs qui sont encore très humains et par exemple, on a fait bénéficier d'un plan d'action gratuite aux salariés l'année dernière pour justement les maîtriser dans le temps, les motiver. Donc voilà, on a très peu d'actions qui nous restent. Par contre, mais grosse confiance des investisseurs pour laisser les 3 fondateurs en place. Ouais, bien que les marchés souffrent, Safe Orthopedics a une valorisation qui c'est moins dégradée proportionnellement que les autres. Il faut juste redonner un tout petit peu de confiance aux investisseurs au marché, de dire que je pense qu'on est sous-estimé par rapport aux mêmes acteurs américains. On est ceux qui innovent. On a un marché, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le premier marché économique international qu'est l'Europe. On est en quelque sorte des gens très créatifs. Il faudrait juste que financièrement, on donne les moyens d'aller plus vite et donc de revaloriser, parce que qui dit aller plus vite commercialement, dit finalement la valeur perçue va être plus importante et donc les valeurs de société plus importantes. Donc si on veut investir, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut vous contacter directement si on a des gros moyens, et si on a des petits moyens, on investit en bourse, comment on fait ? Donc on est une société publique, donc vous pouvez acheter tous les jours des titres de Safe Orthopedics. Après, quand on est un investisseur vraiment important qui veut prendre une part du capital importante, là c'est plus au travers de levées de fonds ou des choses comme ça. Mais c'est petit porteur, c'est facile. C'est facile. Tous les jours, en fait, faire l'acquisition de titres. Quand c'est plus massif, c'est plus au travers d'opérations d'augmentation de capital, des choses comme ça. Merci beaucoup Pierre Dumouchel d'être venu aujourd'hui nous présenter cette magnifique performance que vous avez réalisée avec Safe Orthopedics. On va tout de suite faire une pause, mais cette fois en chronique. C'est l'heure de la chronique RH. Bonjour Georges-Olivier Carré. Aujourd'hui, je crois qu'on parle de but. Organisation. Distingue 5 buts poursuivis par les entreprises. La survie, ensuite l'efficience, en troisième le contrôle, le quatrième la croissance et enfin la mission. On est dans des domaines très mais la plupart du temps, mais d'un autre côté, ils recherchent des fonds, le financement. C'est le seul domaine où vous pouvez vous rejoindre. Mais ils n'en seront pas moins actifs. Dans ce dernier cas, les salariés auront beaucoup de mal à trouver du sens à leur travail. Alors même en supposant que le ou les buts soient clairs, quel impact ce choix a-t-il sur l'entreprise ? Tout d'abord, l'entreprise dont le but est la survie
va chercher la sécurité à tout prix. Cela peut être un lourd handicap dans notre monde d'innovation. Son moteur, c'est la peur de disparaître, et elle peut être prête à tout pour survivre. Nous en trouvons des exemples frappants lors des différentes guerres où les entreprises font des alliances contre nature pour ne pas disparaître. Le second type, c'est l'efficience, c'est-à-dire faire bien les choses pour atteindre le meilleur résultat dans le contexte qui est le leur. Mais l'efficience est surtout un moyen pour atteindre un but plus concret. Efficient, oui, mais pourquoi? Cela peut être, d'après Ginsberg, la meilleure qualité, la plus forte croissance, des employés heureux, ou un autre des 5 buts cités. Mais il reconnaît que dans les faits, l'efficience se met la plupart du temps au service des résultats économiques, du profit pour les dirigeants et les actionnaires. Le troisième type, le contrôle, est poursuivi pratiquement par toutes les organisations. Pour survivre, se développer ou assurer sa mission, une entreprise a besoin d'exercer un certain contrôle sur son environnement afin de garder une liberté d'action maximale. Mais chez certaines, cela devient un but premier. Le lobbying en est la manifestation la plus évidente. Le quatrième type de but poursuivi par les entreprises est la croissance. La croissance est indispensable pour atteindre les seules limites, pour la rentabilité, la crédibilité sur certains marchés. La croissance est une phase caractéristique du vivant. Les humains, les animaux et les végétaux croissent, décroissent, puis meurent. La croissance est la partie la plus dynamique et agréable du cycle. La question qui se pose, c'est croître, oui, mais pourquoi? Le dernier type, enfin, est la mission. Avant l'industrialisation, lorsqu'il n'y avait que des artisans, qu'ils produisent des tissus, des sabots, des meubles ou des cathédrales, ils avaient à cœur de fournir le meilleur produit possible. C'était leur mission, leur raison d'être. Ils avaient l'amour du travail bien fait. L'industrialisation a généralement coupé les salariés du produit final. Aujourd'hui, ceux qui fabriquent des meubles Ikea, des pièces ou des produits chimiques pour l'industrie, n'ont aucune idée du produit fini. Ils ne savent pas à quoi sert leur travail. Il a perdu tout son sens. Et il est difficile de s'engager dans une action qui n'a pas de sens. La qualité, la créativité et la productivité en souffrent. C'est pourquoi, aujourd'hui, la loi Pacte remet à l'honneur la raison d'être, la mission de l'entreprise. Je crois personnellement que des 5 buts cités par Ginsberg, la mission est celui qui est le plus efficace pour le développement de l'entreprise, aussi bien vis-à-vis des clients que des salariés. Je vous remercie. Merci Georges-Olivier Carré pour cette belle performance sur le thème du but au niveau des RH. C'est important. Pourquoi on travaille? Je pense que chacun justement se pose la question. Alors on va tout de suite passer la parole au bar de l'économie à Jean-Paul Cogan-Recoin. Vous avez toujours travaillé dans la collecte de fonds et vous avez créé ONG Conseil France et International. Mais vous appelez ça la collecte de fonds en face à face. Est-ce qu'il y a une différence avec d'autres collectes de fonds? Tout à fait. Alors tout d'abord, j'aimerais saluer la réussite exceptionnelle de Pierre Dumouchel et de sa société, parce que j'étais impressionné par le récit que vous en avez fait. Pour ce qui est de la collecte, on est dans un domaine qui n'a absolument rien à voir. Et pour ce qui est de la collecte en face à face, ça n'est qu'un des canaux de collecte qui existent. C'est-à-dire que la collecte de fonds, c'est assez simple en tant que tel. Il s'agit d'aller rencontrer un public pour lui proposer de donner pour des causes d'intérêt général, que ce soit dans le domaine de la santé publique, dans le domaine de la solidarité de proximité, de la solidarité internationale, de l'accès à l'éducation, de la protection de l'enfance, de l'écologie, enfin, toutes les grandes causes, tout ce qui font que globalement... Parce que vous travaillez avec des associations très connues, on peut les citer, Action contre la faim, la Croix-Rouge, je sais pas moi, Médecins sans frontières... Tout à fait, alors on ne travaille pas travaille pas avec toutes ces associations En même temps, simultanément, mais on a bien sûr. travaillé avec toutes ces associations, donc les Restos du Cœur, Aide, Médecins du Monde, Médecins sans frontières, la Croix-Rouge, Action contre la faim, le WWF, CARE, Partage, Aide et Action, enfin des associations de parrainage. Et au-delà de ces associations qui sont des associations de très fort renom, on a aussi travaillé, et c'est une des spécificités de l'ONG Conseiller ou au-delà de son canal, sur le développement d'associations moins connues, moins historiquement implantées en France parce que non directement issues du courant des années 70 des French Doctors qui avaient donné naissance à MSF, à Action contre la faim, à Médecins du Monde et à d'autres,
Parce qu'en fait, ce qui est très intéressant dans la collecte en face à face, c'est que l'on redonne tout le pouvoir aux donateurs de choisir. L'idée de la collecte en face à face, c'est d'aller à la rencontre du public, personne après personne, avec des équipes qui sont salariées, mais surtout des équipes qui sont formées à un discours et à l'objet social même de l'association. C'est-à-dire ce que l'on a voulu mettre en place à ONG Conseil depuis le début, et bien avant, puisqu'en fait j'ai mis en place les premiers programmes de collecte de fonds pour Greenpeace il y a un peu plus de 20 ans. C'est l'idée d'un discours authentique qui ne prenne pas les gens pour des idiots, c'est-à-dire qui les considèrent réellement pour ce qu'ils sont, qui soient à l'écoute de leurs attentes et qui leur disent s'il serait légitime, judicieux, naturel de donner pour l'association qu'ils défendent, en général en rue, mais éventuellement aussi dans les centres commerciaux ou en porte-à-porte. Cette collecte en face à face, qui a donc été créée en France il y a une vingtaine d'années, elle a introduit un changement majeur dans le paysage associatif français. C'est un autre PAF que le paysage audiovisuel, puisqu'en l'espace de 15 ans, avec ONG Conseil, on a recruté plus d'1 500 000 donateurs. On a croisé, on a dit bon, nos équipes sont allées à la rencontre de quasiment tous les Français, c'est-à-dire que personne, enfin presque nous tous, nous avons tous rencontré un jour à une sortie de métro, devant un centre commercial, une équipe de collecte pour l'une de ces grandes associations ou pour l'une des associations de moindre renom. L'intérêt majeur, au-delà du canal face à face, c'est qu'on l'a tout de suite positionné sur un don régulier et un don extrêmement citoyen, c'est-à-dire qu'en fait, alors commercialement, on pourrait dire que on a résumé en un seul geste 2 actions de la collecte, à savoir la prospection de nouveaux donateurs et leur fidélisation, puisqu'en fait on met en place des dons par prélèvement automatique. Et puis de façon un peu plus thématique, on a donné la capacité aux donateurs de considérer qu'ils accompagneraient les associations et les thèmes qu'ils défendent dans le temps, parce qu'il n'y a aucune raison d'aider ponctuellement plus pour tel drame que tel autre, et plutôt de s'inscrire dans un mouvement régulier qui permet aux associations de planifier leurs ressources. Et la collecte qu'on en a tirée, année après année, représente aujourd'hui, pour ce qui est de la France, ensuite on s'est internationalisé, mais pour ce qui est de la France, environ 800 millions d'euros cumulés. C'est une collecte assez importante. Et elle est très intéressante, notamment au regard des critiques qui ont été faites suite à l'amendement de l'ISF qui avait généré une baisse assez importante des dons sur ce qu'on appelle les major donors. Et puis notamment au niveau du mécénat, puisqu'on ne pouvait plus déduire. Enfin, l'avantage de l'ISF, c'était qu'on pouvait déduire, ceux qui donnaient pouvaient déduire de leurs impôts le montant de l'ISF, justement. Oui. Alors, est-ce que ça a changé quelque chose? Eh bien, ça a changé pour ce qui est des dons qui provenaient de l'ISF. C'est un peu comme quand vous prenez une drogue, vous arrêtez, vous êtes mal. Mais à la base, on n'était pas obligé de prendre la drogue. Mais on pouvait vivre très bien sans la drogue. Bien sûr. Et ce qui est très intéressant en matière de... Alors là, pour le coup, j'ai un positionnement qui est assez différent de celui de la majeure partie des acteurs du secteur, dans le sens où je ne défends pas particulièrement, même plutôt le contraire, l'idée de défiscalisation des dons. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait d'initiative, d'aversion au risque, alors là, pour le coup, c'est une question de valeur fondamentale, c'est-à-dire que je ne crois pas tellement dans les vertus de l'assistanat, y compris dans le don. C'est-à-dire que pour vous, finalement, on doit donner, et c'est pas pour autant qu'on doit avoir des ristournes fiscales. Quelle est l'authenticité d'un geste de générosité quand vous en déduisez 75%, ou quand même, pour ce qui est de Notre-Dame, il y a même certains politiques qui s'étaient aventurés à proposer une déductibilité à 90%. Autrement dit, c'est comme si on imposait à ceux qui payent leurs impôts d'aller donner pour Notre-Dame. Et moi, je trouve ça très bien de donner pour Notre-Dame, d'ailleurs. Simplement, c'est un acte individuel, sincère, de mon point de vue, et qui doit rester naturel, pur. Alors, c'est peut-être un peu idéaliste. En fait, ça n'est pas complètement, d'ailleurs. Parce qu'il y a des études qui montrent que c'est vraiment très comparable à l'effet d'une drogue. C'est-à-dire que quand vous permettez une défiscalisation, vous avez un afflux de dons, et puis ensuite, ça se tasse. Et puis ensuite, ça devient, le don devient dépendant de cette fiscalité. En France, on a l'une des fiscalités les plus avantageuses
matière de dons. Et pour autant, on n'a pas l'une des plus grandes... on n'est pas d'une générosité incroyable. D'accord. En fait, c'est pas parce qu'on défiscalise, donc on comprend que ce que vous dites, que ça n'est pas parce qu'on défiscalise qu'on arrive à avoir un maximum de dons. Non, c'est pas parce que vous aidez les gens à retrouver un emploi qu'ils vont le retrouver. Qui vont être reconnaissants. Non, donc, parce qu'en fait, fondamentalement, il faut avoir la niaque pour pouvoir trouver un job. Et c'est certainement pas en allant un peu d'emploi qu'on ira trouver un job. On y va pour pouvoir bénéficier des ACDIC. Donc tout ça, c'est un système d'assistanat. Et le don, c'est pareil. Alors je sais que c'est pas très politiquement correct de le dire, mais c'est exactement ce que je pense. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est assez clivant dans mon secteur, qui est un secteur assez bien pensant, assez rond et assez empreint de l'économie sociale et solidaire. Oui, mais justement, vous avez monté finalement, avec votre société, ONG Conseil, vous avez monté une force commerciale, en fait, c'est ça qu'on comprend. Oui. Finalement, vous montez des équipes commerciales, enfin moi je le pense comme ça, pour arriver à ce que les associations avec qui vous collaborez réussissent à avoir un maximum de dons. Exactement, on a professionnalisé. Et vous vous faites rémunérer pour ça, faut le dire. Oui. Vous prenez des honoraires, si je puis dire. Ah oui, non mais même des honoraires très gras pour le faire. Il faut bien payer toute l'équipe que vous montez. Il faut bien payer l'équipe que vous montez. Non, alors, quand je dis très gras, c'est qu'en fait, on a une marge qui est tout à fait raisonnable. En revanche, on a un chiffre d'affaires qui est tout à fait conséquent, puisque toute proportion gardée, en tout cas pour une PME qui s'est montée dans 10 mètres carrés, à l'origine, c'est clair qu'on a un peu plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, il y a 350 salariés, c'est gros. Ça commence à avoir du sens. Mais alors, du coup, donc vous avez travaillé avec les plus grandes associations françaises. Enfin, j'en ai cité quelques-unes tout à l'heure. La Ligue contre le cancer, on l'a pas dit, on peut les citer. Pourquoi est-ce que vous avez décidé en 2018 de lancer l'AMRAC? Pourquoi une autorité de régulation? Alors, en fait, l'origine, elle est directement... Au début, j'en avais aucunement l'intention. Parce qu'en fait, ce que j'aime, c'est entreprendre, c'est monter des programmes de collecte, permettre à des associations de collecter mieux, au passage de donner de l'emploi à quelques centaines de personnes et d'avoir une activité économique fondée sur quelque chose qui, de mon point de vue, a de la valeur, a du sens, et fait que le matin, je suis assez content d'aller bosser. Ça, c'est la base. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que le secteur dans lequel j'évoluais était un secteur de l'entre-soi, qui était un secteur qui se protégeait et qui, d'une certaine façon, protégeait son propre sérail. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi, alors même que j'avais mis en place les premiers programmes de collecte de fonds en face à face, alors même que c'est une société parfaitement indépendante, alors même que je n'ai pas voulu succomber à la tentation de vendre cette société à un grand groupe de communication présent sur le secteur, parce qu'en fait, ce secteur est trusté. Parce qu'on vous l'a déjà proposé? Parce que surtout, j'ai communiqué dès le départ que c'était hors de question. Mais, alors c'est facile de dire, mais finalement, de toute façon, on ne vous l'a jamais proposé. Oui, j'ai eu une telle posture, de toute façon, on ne me le propose pas, on n'ose pas non plus vraiment me le proposer. En revanche, ce qui est certain, c'est que quand vous avez une bonne idée, on peut considérer que quelque chose qui naît dans 10 mètres carrés, qui quelques années après fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, on peut considérer modestement et humblement que c'est quand même une bonne idée. Eh bien, normalement, quand vous avez une bonne idée dans un secteur comme celui-là, vous vous faites racheter très rapidement. Et la plupart de vos concurrents sont des sociétés de communication, c'est ça que vous dites? Alors, la plupart de mes concurrents sur les autres canaux de collecte. Mais le canal face à face était un nouvel... Alors, maintenant il a 20 ans, mais c'était un nouveau canal de collecte. Et ce nouveau canal de collecte est donc venu prendre, entre guillemets, une part de ce que certains considèrent comme un gâteau à périmètre restreint, alors que tout était organisé entre eux. Donc on est venu jouer les troubles faits dans la collecte de fonds et dans le budget qui était consacré par les grandes associations à la collecte de fonds. Et comme par un hasard curieux, tout de suite on a voulu réglementer cette collecte. On a voulu la restreindre, considérer que certaines villes ne pouvaient pas accueillir des équipes de collecte en trop grand nombre. Et donc par exemple, on ne donnait qu'un exemple sur la ville de Bordeaux. Certains organes se sont improvisés à considérer qu'il ne pouvait pas y avoir plus d'une équipe à la fois en collecte de fonds face à face en rue pour une seule association à la fois. En l'occurrence, une équipe de collecte de fonds face à face, c'est 6 personnes en moyenne d'effectifs. Et avec plus d'une équipe, on allait saturer la ville de Bordeaux qui fait 40% de Paris,
qui possède la plus grande rue piétonne de Bordeaux, avec la rue Sainte-Catherine, qui fait plus de 2 km. Et avec tout ça, on allait saturer Bordeaux avec 6 personnes. Évidemment, personne ne peut croire à ça, aucune étude préalable de ces faits. Et comme tout ça s'est fait sous l'emprise d'un syndicat qui a voulu prendre les manettes de la réglementation, je suis allé me renseigner pour voir à l'international ce qui se passait. Comment sur les marchés matures de collecte de fonds en face à face, le marché, entre guillemets, enfin non, même pas entre guillemets, le marché avait été réglementé, avait été régulé. Ce qui est très intéressant, c'est que j'y ai découvert 2 choses. La première, c'est que les régulations ne partaient jamais d'un axiome de base de limitation des volumes. Elles partaient toujours l'idée de la création d'un code de bonne conduite, authenticité du discours, bonne formation des recruteurs de donateurs, principe de fixité de la rémunération des collecteurs, tenue des non-agressivité du discours, non-culpabilisation, tous les éléments très qualitatifs et qui avaient vocation à créer un label pour que ce label soit présenté aux collectivités territoriales pour obtenir, alors que ce soit des mairies, des conseils régionaux, des préfectures, peu importe, d'obtenir des autorisations de présence pour pouvoir collecter. En France, assez rapidement, le syndicat majoritaire du secteur a voulu considérer qu'il fallait restreindre préventivement les volumes de collecte de fonds en face à face pour éviter les phénomènes de sursollicitation. Phénomènes de sursollicitation qu'ils n'avaient jamais enrayés en matière de collecte, mailing, événementiel. Mais là, pour le coup, subitement, il fallait restreindre la collecte de fonds en face à face parce qu'elle représentait une menace pour sa propre survie et pour l'intérêt général, évidemment, là pour le coup, entre guillemets, du secteur. Le deuxième point qui était très intéressant sur ces organes de régulation, c'est qu'ils étaient mixtes, c'est-à-dire qu'ils faisaient intervenir et les associations, ils avaient dans leur board et une représentation des associations et une représentation des opérateurs de collecte, donc de ceux qui représentaient le métier. Et donc les décisions de régulation indépendantes se coordonnaient de cette façon-là. En France, ce qui a été pratiqué est rigoureusement l'inverse, c'est un syndicat qui a voulu prendre la main, et derrière, et qui n'est par nature pas un syndicat mixte, ce n'est qu'un syndicat d'associations, et par ailleurs, c'est un syndicat qui ne représente pas toutes les associations. Et là, ça pose un autre problème, c'est de quel droit un syndicat peut rendre une règle qu'il fait valoir entre ses membres, dans quelle mesure il peut tenter de la rendre opposable auprès de ceux qui n'en sont pas membres. Voilà. Comme si c'était une loi. Et donc, fort de ce constat, et comme j'ai un naturel indépendant, avant toute chose, parce que la première cause que je défends, c'est celle de ma liberté, mais aussi celle des autres, mais enfin bon, je le dis en toute franchise, eh bien, j'ai été effectivement à l'initiative de la création d'un organe de régulation, à l'instar de ce qui se passe dans d'autres pays, organe de régulation qui regroupe aujourd'hui des associations qui sont plutôt des associations alternatives, qui ne sont pas issues forcément, non, même pas forcément, qui ne sont pas issues des French Doctors, qui ne sont pas les grands appareils associatifs existants aujourd'hui, mais qui se développent grâce à la collecte face à face d'ailleurs. Alors justement, on parle de la collecte face à face, puisque c'est le cœur de votre métier, mais arrive maintenant l'Internet, le web. Comment vous l'envisagez pour aider justement les associations avec qui vous collaborez? Alors, bon, tout d'abord, les collectes ne se cannibalisent pas les unes les autres, elles se complètent. Et la deuxième chose, c'est que j'ai abordé la collecte de fonds en face à face par goût. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'aime, c'est rencontrer les gens, j'aime parler avec eux, j'aime transmettre cette volonté d'aller les voir, d'aller les convaincre d'adhérer à une cause. Et donc, c'est d'abord par goût et sans calcul particulier du choix d'un canal plutôt qu'un autre. Il se trouve que la collecte en face à face recrute des donateurs dont la moyenne d'âge est de 30 ans. Ce qui est particulièrement intéressant parce que la France souffre, en tout cas le secteur associatif français souffre d'une moyenne d'âge extrêmement élevée parmi les donateurs et de conseils d'administration qui ne sont pas professionnels et qui ne voient pas arriver l'inéluctable, à savoir que si vous avez une base de données
de donateurs qui sont extrêmement seniors, eh bien, vous avez intérêt à vous préoccuper quand même d'aller recruter de jeunes donateurs, sans vous dire simplement « jusqu'ici, tout va bien ». Bon, voilà, parce que jusqu'ici, tout va bien, c'est ce que vous pouvez vous dire aussi en sautant de l'Empire State Building, et devant chaque étage, vous pouvez dire « jusqu'ici, tout va bien ». Donc c'est exactement la même chose. Donc nous, là pour le coup, on a une vision un peu différente. On recrute des donateurs qui ont 30 ans de moyenne d'âge, qui ne sont pas obsédés par la défiscalisation. Parce qu'en fait, à 30 ans, en général, on ne pense pas à ça, on a autre chose à penser. La feuille d'impôt, c'est un problème de vieux. Hein, voilà, pour dire les choses très, très basiquement. C'est pas leur problème. Et qui, par ailleurs, constitue une porte d'entrée pour la collecte digitale. Parce que c'est le même public qui est présent sur les réseaux sociaux, c'est le même. Sauf que ce public-là ne peut pas se contacter exclusivement, ne peut pas être mis en relation exclusivement par les réseaux sociaux. Et de temps en temps, il faut des vraies personnes en chair et en os pour aller leur parler. Merci beaucoup Jean-Paul Cogan-Recoin de nous avoir parlé de tout ça. Donc j'allais dire les défis pour vous 2019 pour conclure. Quels sont vos défis alors pour l'année à venir et les années à venir? Alors le principal défi, c'est celui de remettre le donateur au centre de toutes les préoccupations et de diversifier l'offre associative. Aujourd'hui, une richesse associative française qui est extraordinaire, et internationale d'ailleurs, pas qu'en France, qui est extrêmement importante, mais elle ne dispose pas toujours des moyens nécessaires à son développement. Et ce que nous avons mis en place à ONG Conseil, c'est qu'en fait, on travaille de plus en plus avec des petites associations qui n'ont pas un très fort renom, mais dont le potentiel de développement est très important. Et je citerai par exemple le GSCF, le groupement de secours catastrophe français des pompiers humanitaires, budget annuel 250 000 €, 1440 fois moins que Médecins sans frontières, mais dont la popularité en collecte de fonds en face à face est extraordinaire. Et je suis le premier à un vrai développement. Un développement qui a déjà été connu par d'autres associations, c'est-à-dire qui ont eu recours massivement à la collecte de fonds en face à face. Par exemple, AIDE, l'association de lutte contre le sida, 18 millions € de ressources annuelles en 2004. 6 années plus tard, 50 millions € de ressources annuelles. Donc, on a toute capacité à développer le paysage associatif français. Et en fait, ce que ne voient pas venir les grandes associations, c'est qu'en fait, elles s'imaginent comme les rois du pétrole, comme les 6 chaînes hertziennes de la fin des années 80. Elles ne voient pas arriver le bouquet numérique des 250 chaînes. Et nous, on va contribuer au développement des 250 chaînes de la TNT. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Jean-Paul Cogan-Recoin. C'est tout ce qu'on vous souhaite pour les années à venir, bien sûr. Allez, on va tout de suite faire une toute petite pause musicale et on va passer la parole à notre start-up du jour, qui a créé une agence digitale, justement. On a un centre consultatif Bercy. Vous auriez les cartes? Bien sûr. De l'autre côté. Qu'est-ce que tu nous as mis là? Ah, c'est Clara Luciani, d'accord. Ouais, j'ai changé. D'accord. Malheureusement, elle n'a pas beaucoup de temps parce qu'il est déjà 18 là. Je vois. Jean-Paul, Sébastien, si en guise de conclusion, juste avant de conclure l'émission, vous aurez 1 minute pour conclure, parce que Sébastien Mazin-Pompidou a une question à vous poser. Et c'est pas en traite, mais alors, la collecte digitale, collecte digitale. Est-ce que vous avez derrière les caisses qui permettent de faire de la donation avec les paiements sans contact? Non. Est-ce que vous avez des systèmes comme l'arrondi en caisse, etc.? Non, je ne suis pas d'accord. En revanche, c'est une société qui a été rachetée par un de ces groupes dont je vous parlais. C'est une excellente idée. Eh ben, je vais vous poser la même question. Je vais vous embêter. Si on a le temps. Vous pouvez bien parler devant le micro, s'il vous plaît, parce que en fait, il faut vous approcher. D'accord. Je ne comprends pas trop. Ok. Merci, c'est gentil. C'est parce que lui, il parle à la caméra, à moi, en fait. Il Ouais, il faut décaler le micro, c'est ça. Voilà. Florence, Géraldine. Géraldine Jagowski. Florence, est-ce que je parle de ce que je fais maintenant ou est-ce que je parle de la création du digital? Parce que c'est différent. Au départ, c'était une agence digitale et aujourd'hui, j'accompagne les PME. Non, il faut dire Une casquette pourquoi je vais vous demander pourquoi vous avez créé et ce que vous faites maintenant. Qu'est-ce que vous proposez pas? Non, on ne parle pas de... Ça prend trop de temps. Là. C'est très bien. Si on a le temps, peut-être. Est-ce qu'il y a une évolution, peut-être? Mais là, on a 10 minutes. Même pas. On n'a même pas 10 minutes. On a 5 bonnes minutes. Moi, je préfère parler. Donc, il faut parler. Oui, voilà, c'est ça. Bon, on y retourne, s'il vous plaît, monsieur Philippe. On ne coupe pas la phrase là.
Voilà, comme d'habitude, un extrait musical, vous le savez, vous avez l'habitude en écoutant le bar de l'économie, on vous donne des bons indices pour écouter de la bonne musique à vos temps de repos, c'est tout. Alors aujourd'hui, notre start-up du jour, c'est Géraldine Jakowski. Vous avez créé cette agence il y a 3 ans, You Will Digital. You Will Digital, oui. Alors pourquoi déjà avoir créé cette agence? Pourquoi avoir... tout d'un coup, vous êtes dit, je vais quitter mon statut de salarié et je vais me mettre entrepreneur, c'est ça? Voilà, donc en fait, moi, j'ai travaillé dans de grands groupes en marketing et communication durant plusieurs années. Et à un moment donné, ayant de multiples compétences, je me suis retrouvée à avoir une casquette et une seule. Et en fait, j'arrivais pas à évoluer, j'arrivais pas à m'épanouir dans... C'était trop étroit, en fait. Trop étroit, voilà. Et puis, j'avais toujours plein d'idées. J'étais force de proposition, mais on ne me laissait pas parler, en fait. J'avais pas la parole en entreprise, dans des réunions. Donc, j'étais un peu clivée. Oui, surtout dans des grands groupes où souvent la décision arrive d'un pays étranger, on est obligé d'appliquer ce qui est décidé ailleurs, c'est ça? C'est un peu ça, c'est un peu ça. Donc j'ai décidé de quitter le monde du salariat et les grands groupes aussi, et de me lancer en tant qu'entrepreneur. C'était un rêve depuis toujours. Au début en tant que community manager, mais ayant intégré un accélérateur de start-up. Donc ça c'est un gros besoin que de toute façon community manager, les entreprises... Donc ça, c'était vraiment le départ de You Will Digital, mais en fait, ayant intégré un accélérateur de start-up au sein du staff de l'accélérateur, mon réseau a fait fois 100 à Paris. Vous êtes allé voir qui comme incubateur? Qui vous a accéléré? Donc c'était Dojo Group, voilà, qui est à côté de la place de la République. Et en fait, Dojo organisait 3 événements par semaine. Et là, donc, il y avait entre 50 et 150 entrepreneurs qui venaient à ces différents événements. Ce qui est important lorsqu'on se lance, c'est le réseau. Donc, un entrepreneur, quand il se lance, c'est le réseau et être bien entouré. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et parce que c'est difficile au début, il faut se développer, il faut se faire connaître. Exactement. Donc, le côté commercial, et tout en essayant de gagner un peu sa vie quand même. Tout à fait, tout à fait. Donc ça a été vraiment le tremplin pour moi. Et lorsque je suis sortie de cet accélérateur, en fait, naturellement, tous les gens que j'avais rencontrés au sein de ces événements sont venus à moi, mais ils ne m'ont pas demandé d'être community manager, ils m'ont demandé, ils voulaient un logo, un site internet, ils voulaient un community manager, donc voilà, donc je suis devenue l'interlocutrice unique de mes clients, de mes nouveaux clients, en me faisant aider, me faisant épauler par des prestataires externes qui faisaient, eux, de l'identité graphique, du site internet et du community management. Voilà, et donc du coup, alors on peut dire, donc ça fait 3 ans maintenant. 3 ans que... Est-ce que vous arrivez à gagner votre vie? Alors, il y a eu des moments compliqués, hein, c'est pas toujours évident, surtout qu'à un moment donné, moi, en fait, j'ai changé d'identité. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est comme c'était tout nouveau pour moi, l'entrepreneuriat, et que j'ai voulu, en fait, faire des prix ultra compétitifs et me positionner sur le marché. En fait, au départ, la première année, j'ai payé mes prestataires. Et en fait, ma valeur ajoutée, moi, je ne me suis pas rémunérée la première année. Donc là, aujourd'hui, en fait... donc You Will Digital, c'est vraiment moi. Ma valeur ajoutée, en fait, c'est d'accompagner les entrepreneurs, les dirigeants de PME, avec mon expertise en matière de marketing digital, mais aussi mon point fort qui est le développement commercial. Et aujourd'hui, dans le climat économique français, voilà, les dirigeants de PME, les dirigeants qui ont lancé leur société il y a plus de 10 ans, ont ce besoin de se renouveler, d'avoir un nouveau positionnement sur le marché. Ils sont peu présents en matière de digital, ils n'ont pas de commerciaux. Et moi, en fait, avec toute mon expertise de ces 3 années d'entrepreneuriat, j'arrive avec une casquette sales, donc de développement commercial, et aussi de marketing digital. C'est-à-dire qu'avec une personne, donc ils ont la double compétence, et ils peuvent développer, donc à travers mon expertise, donc leur société. Donc en fait, j'intègre la société, je travaille sur la stratégie de développement commercial avec le dirigeant d'entreprise. Je lui apporte un œil neuf sur justement le marché parce qu'il est face à tout ce panel de start-up et il a vraiment envie, lui aussi. Parfois, il y en a qui me disent, il y a des dirigeants en fait, de PME qui me disent, mais moi aussi, je veux être une start-up. Moi aussi, je veux faire des croissances à 2 points. Oui, exactement. Et moi aussi, je veux faire des levées de fonds. Comment je fais? Comment je fais après 10 années pour avoir moi aussi ce positionnement fort sur le marché? Donc voilà, donc ils ont besoin de cette reconnaissance parce que eux ils sont là après 10 ans, 12 ans et 15 ans
Et en fait, je suis le bras droit en fait, de ce dirigeant. Et puis ensemble, on travaille sur la stratégie de développement, la stratégie digitale. On met en place des équipes qui vont nous aider à pouvoir développer l'entreprise et à arriver à un point de croissance et pourquoi pas 2 points de croissance. Donc Géraldine Jakowski, du coup, ce que vous demandent finalement les entreprises, ça n'est plus tant que du marketing comme on faisait avant, le logo ou la plaquette ou le site internet, mais c'est de l'accompagnement stratégique, c'est plus ça la demande actuellement. Voilà, ils ont vraiment, ces dirigeants qui ont entre 35 et 55 ans, ont vraiment le besoin d'avoir un œil neuf, un œil nouveau, un œil d'expert sur leur activité pour pouvoir se dire, alors maintenant, quels sont les moyens, quels sont les outils que je mets en place, que ce soit en matière de marketing digital, mais aussi en matière de développement commercial. Qu'est-ce que je mets en place pour moi aussi pour mieux me développer. Exactement. Alors du coup, ce sont des prestations que vous proposez, ce sont des honoraires ou bien vous êtes salarié pour une durée X chez ces sociétés-là? Moi, en fait, je suis consultant, donc c'est des missions de consulting. Ce sont des missions. Voilà, ce sont des missions de consulting. Et quand on parle de start-up, on ne parle pas forcément de consultant. Mais ce qui est disruptif dans ce que je propose, c'est que moi, j'arrive avec la double compétence. Et aujourd'hui, le développement commercial se fait aussi à travers le marketing digital. Alors, si on veut vous contacter, si on a besoin de votre œil d'expert, comment on fait, Géraldine? Eh bien, en fait, moi, c'est donc géraldine@youwilldigital.com, tout simplement. youwilldigital.com. Exactement. Voilà, géraldine@youwilldigital.com. Et je m'adresse justement à tous ces dirigeants d'entreprise. Et donc, vous avez un site internet, j'imagine? J'ai un site internet et j'ai une forte présence sur LinkedIn. Sur LinkedIn, et là aussi, ça peut donner des contacts. Il ne faut pas c'est pas négliger LinkedIn, je pense, au niveau relationnel. Merci beaucoup, Géraldine, de nous avoir parlé de ça. Merci à vous tous pour votre présence en studio ce matin. Vous êtes les bienvenus, bien sûr, au bar de l'économie quand vous voulez. En tout cas, on va vous souhaiter une très belle journée. Et dans quelques minutes, je mets donc cette émission, bien sûr, sur les réseaux Facebook, sur la page bar de l'économie et sur la page Radio IDFM, Radio Anguin. Bonne journée à tous. À demain.